Cet entretien avec Francis Tremblay a été réalisé le 12 mars 2019 et s'intitule « Parler exact », où l'on discute brièvement du génie chez Nouzil. Cet entretien s'inscrit dans une volonté de susciter davantage d'intérêt envers la recherche protéiforme qui est le propre de la littérature comparée. La revue Postscriptum s'engage à rendre cette recherche plus visible, tout en respectant sa profondeur et ses paradoxes. Les aveux de recherche sont donc une manière de donner la voix à différentes sensibilités littéraires. Bonne écoute! Donc bonjour à tous et à toutes, bonjour cher public, soyez bienvenus à ce troisième entretien de la série Postscriptum dédié à faire découvrir la recherche d'étudiants et étudiantes du département. Je tiens à remercier Francis Tremblay de se prêter à cet exercice. Francis Tremblay vient de terminer son mémoire dédié à la question du génie chez Robert Musil. Cher Francis, sois la bienvenue, j'espère que ça va bien. Merci de m'avoir invité. Sans plus tarder, je vais te poser la première question. Je fais peut-être erreur, mais je pense que les trois premières questions seront un peu plus hermétiques, c'est-à-dire qu'elles vont concerner, disons, la recherche précise de Francis, et ensuite, les 3-4 dernières devraient être un peu plus ouvertes ou sujettes à discussion, mais bien sûr, si vous voulez me détromper et sauter ou sur moi, ou sur Francis, ou sur la formulation des questions, n'hésitez pas. Merci. Donc, première question, cher Francis. Loin de moi l'obsession hippique, mais le titre de ton mémoire livre un indice quant à l'origine textuelle du moins de la recherche que tu as menée sur Musil. Je lis le titre. Robert Musil et le problème du cheval génial. Titre d'ailleurs digne d'un des chapitres de L'homme sans qualité. La proposition est simple, jusqu'au mot cheval génial qui dessine le mystère. Or, ce mystère, c'est justement celui auquel l'homme sans qualité, ou le riche, et à travers lui toi-même, vous êtes confronté à un déplacement de la notion romantique de génie. En effet, comment un cheval peut-il être déclaré génial? Peux-tu nous éclairer sur cette déclaration étonnante, sur sa résonance ou sa provenance? J'ai aussi L'homme sans qualité à côté, si je me toujours de chercher les citations. Alright, parfait. Premièrement, merci à tout le monde d'être là, à l'équipe de Postscriptum et l'équipe de Postscriptum. Raphaël. Raphaël. Et invité. Oui. Donc, ok, c'est une bonne question que tu me lances dès le début qui permet de faire la moitié du chemin, c'est-à-dire de commencer avec le titre. Et c'est la plus facile des questions, je te dis. Ah ouais? Le pire s'en vient, là, t'inquiète. Ok, super. En fait, j'avais décidé de parler du cheval génial précisément parce que l'expression était étonnante et qu'elle le restait, et qu'elle résistait à s'expliquer, et on n'est jamais sûr de quoi exactement ça va traiter quand on lit ça. Et en même temps, c'est pas un concept, c'est une image, et ça va beaucoup me servir disons, au développement de la réflexion. Mais en fait, pour ceux et celles qui n'ont pas lu L'homme sans qualité, ce qui se passe, c'est au 13e chapitre du premier volume, c'est-à-dire vraiment au début du premier volume. Ulrich qui revient d'un voyage en Belgique et un peu ailleurs, il revient dans sa terre natale, à Vienne. Et il se passe quelques affaires, il nous raconte les essais que Ulrich a fait pour devenir quelqu'un d'important, un ingénieur, un mathématicien, etc. Puis à chaque fois, ça marche pas. Et soudainement, il lit les journaux et coup de choc, il lit d'un cheval de course qui aurait gagné une course qu'il est génial. Ein geniales Rennpferd. Un cheval de course génial. Et soudainement, il se perd dans ses lubies et il se voit dépassé dans la course pour devenir quelqu'un d'important par un cheval qui est déjà au sommet et qui se retourne et qui lui dit bye bye, tu sais. Et qui rit de lui, dans le fond. Donc il a été dépassé par un cheval. Et à partir de là, c'est vraiment cet événement-là qui fait qu'il va prendre une année de congé et pour trouver quoi faire de ce potentiel-là qu'il sent en lui puis qu'il ne trouve rien pour lui donner satisfaction. Et puis, donc on le devine, le reste du roman va être cette année-là qui s'étire et qui menace de jamais se terminer finalement, à force de rechercher qu'est-ce qu'il devrait faire de sa carcasse. Et en fait, la raison pour laquelle je me suis attelé à disons, l'interprétation de ce passage-là et sa signification dans le roman en général, c'est que
non seulement il y avait une importance narrative dans le roman, mais bon, ça c'est strictement au niveau des études musiliennes, mais il était quand même lourd en signification, parce qu'on le retrouve dans plein d'autres, et pas juste des œuvres, on le retrouve parfois dans des articles. Notamment, il y a une journaliste américaine du nom de Marjorie Garber qui publiait dans The Atlantic en 2002 un article qui s'étonnait de voir que dans les chroniques sportives, entre autres qui concernaient le football américain, le mot génie et génial, elle a étudié une couple de différents grands journaux américains, et le mot arrivait constamment. Voilà, un tel coach génial, voilà, l'offensive géniale, un corps arrière génial. Et puis, elle s'étonnait, ben voyons, qu'est-ce que ça veut dire alors si un corps arrière est génial? Donc, auparavant, c'était la qualité humaine la plus grande, la plus digne. Et c'était celle qui en était venue à désigner le propre de la personne humaine. Chacun a son génie, il y a un vieux dicton romain qui disait « cultive ton génie ». Et c'est « cultive tes potentialités en tant qu'individu, mais aussi l'humain en toi ». Et puis, soudainement, cette grande qualité humaine par excellence est celle d'un cheval. Donc, on a une destitution de ce concept-là, du concept de la génialité, qui est, je l'ai interprété comme synonyme d'une démocratisation du terme. Bon, l'histoire est longue, mais il y a eu maintes attaques contre ce concept-là qu'on répugne encore aujourd'hui à utiliser et à bon escient. Et pour dire que ben là, finalement, il n'y a pas juste des grands hommes géniaux qui chillent ensemble dans le ciel, dans leur belle confrérie. Tout le monde est génial et c'est pas... Comme je peux dire, c'est la potentialité de chacun, il faut aller le chercher, il faut s'acclimater aux différences, et donc chacun a sa propre génialité, et le cheval génial permettrait de montrer ça. Voilà, c'est la génialité qui s'est démocratisée, puisque je suis aussi allé voir la signification symbolique du cheval, entre autres dans l'Autriche fin de siècle, qui était quand même assez surprenante pour le moins dans les grands journaux, par exemple le grand journal viennois de l'époque, la Neue Freie Presse, les résultats des courses de chevaux venaient au tout début d'un des grands cahiers, avant la section économie, avant la section politique, et par après, à la fin, tu avais les sports de travailleurs, travailleuses, de football, etc. Les autres sports, dans le fond. Mais la course de chevaux avait quelque chose de très spécial. C'était encore très noble. Entre autres parce qu'il y avait un cavalier dessus, ça l'aide, qui était le symbole de la noblesse. Mais malgré tout, les courses de chevaux étaient un événement où tout le monde paraissait, qui coûtait pas très cher, et c'était l'occasion de bien s'habiller, d'être bien vu, etc. Bref, c'est Vienne. Et donc, c'était symbole de la démocratie. Et donc, ça me donne l'occasion d'observer qu'est-ce qui se passe maintenant, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de notre compréhension du concept de génie. Et donc voilà, ça c'est le premier sens, qu'est-ce que ça veut dire au niveau... À quoi ça réfère un cheval génial? Qu'est-ce que ça nous dit du génie, si un cheval peut l'être? Bon. Et le roman développe d'autres réflexions là-dessus. Mais une des composantes les plus importantes, et que ça m'a pris du temps avant de la percevoir moi-même dans mon étude, c'est que, c'est drôle. C'est drôle, un cheval génial. C'est humoristique. Puis, il y a quelque chose de très ironique dans cette appellation-là, puisque, en fait, j'ai déjà fait une référence à la question de la démocratie, mais ce qui se passe ici, c'est une corruption, dans le fond, de la fonction du mot « génial », et on respecte plus du tout la séparation des styles. Soudainement, on a un cheval qui était symbole, bref, du peuple, c'était pas particulièrement un symbole noble, mêlé à la plus grande qualité humaine. Donc, ça... Déjà, subrepticement, le caractère carnavalesque du roman allait être... était perceptible dans cette Surgissait, oui. Oui, merci. Donc, je m'arrête ici. Oui. Je sais que tu as d'autres questions. Oui, j'en ai plusieurs, t'inquiète. Mais je vais revenir sur cette démocratisation du génie dont tu as brièvement parlé, également sur les critiques du terme de génie.
Mais avant, une question peut-être un peu plus sympathique ou douce, enfin, j'espère qu'elle est douce. C'est vraiment pour savoir, est-ce que tu avais envisagé initialement d'autres perspectives sur Musil, ou c'est l'inverse, que tu avais envisagé d'autres corpus sur la question du génie, sur ses évolutions, ses mutations, comment ça s'est, disons, imbriqué, comment ça s'est révélé à toi, disons, cette question-ci, par rapport à la qualité? J'avais pas du tout d'autres perspectives sur Mozilla. En fait, oui et non, mais pas que j'aurais aimé particulièrement avancer. Et la question du corpus a été effrayante pour moi, parce que je savais que c'est cette voie-là, la problématique du génie, qui est très peu traitée aujourd'hui. Les dernières monographies sur le problème, récemment, il y en a eu, disons, 3-4, principalement en Allemagne, un peu aux États-Unis aussi, mais auparavant, ça remonte au début du siècle. On a un énorme trou, disons, d'environ 1900, à la fin des années 30 jusqu'au début des années 2000, où les publications sur la question du génie sont presque introuvables. Bon, il y en a quelques-unes. Mais c'est marginal. Oui, c'est très marginal. Donc, j'avais déjà l'impression d'avoir trouvé un filon là-dedans, déjà de me poser la question pourquoi il n'y en avait plus durant cette époque-là. Et même dans la critique sur Mozilla, c'est extrêmement étonnant à quel point la critique s'y est peu penchée. Entre autres, Jacques Bouvresse en France lui, a lu Mozilla selon cette perspective-là, mais c'est pas mal un des seuls, alors que le mot apparaît presque 200 fois dans la portion publiée de l'homme sans qualité. Et là, je ne parle même pas du Narclas. Oui. Donc voilà. Et puis bon, dans plein d'autres travaux que j'avais faits, je me suis rendu compte que c'était toujours autour de ça et que c'était véritablement une obsession. Et puis, un ancien professeur à moi m'avait dit, un jour, si tu ne sais pas sur quoi travailler, relis tous tes anciens travaux, puis peut-être que sans t'en rendre compte, tu vas te rendre compte que tu auras toujours, au fond, parlé de la même affaire. Puis, donc, je savais que ça allait pas pouvoir être autrement. Puis Mozilla, j'ai beaucoup d'amour pour Mozilla, mais ça aurait pu être autre chose. Alors, donc, c'est une belle synthèse, disons, d'obsession. Ouais. Super. Et parlons justement, disons, de la recherche, puisque tu l'as mentionné. Mais est-ce qu'il existe des lieux communs dont tu as essayé de prendre tes distances, que ce soit en français ou en allemand, ou dans d'autres réceptions critiques? Parce que, disant ça, je pense, par exemple, parce que c'est une de mes obsessions aussi, est-ce qu'un Blanchot a pu forger comme réception initiale de l'homme sans qualité dans le livre à venir, ou encore des gens comme Jean-Pierre Cometti, ou Bouvresse, ou Claude Magris, ou enfin, quelques-uns quand même, mais est-ce que, disons, des lieux communs ou des clichés que tu as essayé d'éviter ou de surpasser dans la réception de Musil, ou de l'homme sans qualité? Oui, rester focusé sur un seul concept lors de l'étude de ce roman-là. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas lu, c'est un roman à haute teneur philosophique et ça l'a hanté la critique pendant des années, disons. Et encore aujourd'hui, c'est très facile de reprendre les mêmes citations qui sont toujours extraites environ des mêmes endroits et de se balancer sur ces lianes-là sans vraiment toucher au reste du texte parce qu'il y a vraiment des perles, des philosophèmes, disons, qui ressortent du roman et qui s'imposent à toi, disons. Donc, et surtout dans sa réception francophone, c'était l'écueil à éviter, disons. Essayer de rester focusé sur un seul, j'ai nommé Jacques Bouvresse tout à l'heure, mais quand on lit les ouvrages de Bouvresse sur Mozilla, c'est touffu, disons. Beaucoup de concepts qui sont mis effleurés. Ouais. Donc, Et disons, quelle serait, disons, enfin, s'il y a une distinction à faire, si la réception française et la réception allemande, ou de langue allemande, ce serait quoi, disons, qui les distinguerait, disons, dans leur façon de jouer avec le corps de l'homme sans qualité? Le corps, je parle, évidemment, le corps le texte, pas le monde. Oui, déjà, le torse, selon l'expression d'Adolphe Frisé. Sans surprendre personne, les Allemands sont plus mégalomaniaques. Hein? Les grandes sommes de la recherche musilienne récemment, je pense que c'est Carl Corino a publié une biographie de Mozilla qui fait plus de pages que l'homme sans qualité. Et toutes les personnes que Mozilla a rencontrées, qui est encore vivante, qui est allée les rencontrer, et puis toutes les lettres des personnes qui avaient connu quelqu'un qui connaissait Mozilla. Tu sais. Alors, Walter Fanta aussi, qui a publié une énorme histoire de la généalogie de l'homme sans qualité et qui a aussi également plus de pages que l'œuvre elle-même. Donc, mais je dirais,
la réception de langue allemande a été très variée, disons, dans ses approches. La réception francophone est encore très, très philosophique, je dirais. Très, les Jacotais, Cometti, Bourrès, Chigo. Oui. Voilà. Mais d'ailleurs, maintenant que j'y pense, spontanément, il me semble que même en philosophie, disons, autant la philosophie contemporaine de musique que la philosophie, disons, de langue allemande post-musique, n'a pas tellement interprété ou récupéré l'homme sans qualité comme source de réflexion, si je pense, même si je ne suis pas expert d'Adorno ou d'école de Francfort. Il me semble qu'il n'y a pas énormément de commentaires qui ont été produits à partir de l'homme sans qualité. Ou si je pense, par exemple, à la présence, disons, de Proust en philosophie française, en comparaison, c'est quand même pas du tout la même récupération qui a été faite ou le même travail qui a été fait. Non, je suis d'accord avec toi. Pour y aller d'une boutade, disons qu'effectivement, ils l'ont peut-être pas récupéré pour de plus grands travaux, mais ils ont récupéré le titre au moins. Ils se sont rendus là. Oui. Le nombre de fois où on peut voir sans qualité ou bien sûr, sans qualité. Ce qui est assez paradoxal parce que il y a certains chapitres où il y a un chapitre en particulier où Moselle nous amène à l'intérieur d'une comment on appelle ça? Un endroit où les journalistes travaillent, là, un bureau de presse. Oui, et puis, parle de toutes ces épithètes qu'on donne à plein d'auteurs récents, plein d'auteurs contemporains, tout simplement parce qu'il faut les donner à quelqu'un. Et toutes ces expressions qui nous viennent en tête quand on parle de Dostoïevski, qu'est-ce qu'on entend? C'est la profondeur psychologique. Goethe, qu'est-ce qu'on entend? C'est l'universalité de Goethe. Et c'est plein d'épithètes déjà formées pour parler des auteurs. Et puis, elles sont là, poussiéreuses dans les bibliothèques. Puis elles attendent des nouvelles têtes, dans le fond. C'est un peu... Il y a toute une machine littéraire qui a besoin de nouvelles têtes pour porter d'anciens chapeaux, dans le fond. Il ironise beaucoup là-dessus. Et c'est assez drôle quand on lit des ouvrages de critique sur Moselle parce que elles commettent exactement ce même péché-là, c'est-à-dire d'identifier quelques caractères de Moselle, l'écrivain, et de son œuvre, comme le sans-qualitatisme. Oui. Donc voilà. Oui, et puis donc, je repense aussi même quand je croise des expressions sans qualité justement dans certains appels, soit des colloques ou certains trucs comme ça, c'est souvent pris d'une façon très triste en quelque sorte, ou presque réactionnaire. Je pense à un truc sur la société sans qualité qui est peuplée d'humains sans qualité avec Bourdieu, Musée, puis je dis mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il veut dire par sans qualité? Ils prennent ça d'une façon très très littérale, sans penser vraiment, disons, aux défis auxquels nous convoque Musil avec l'expression sans qualité justement. Mais on y reviendra dans quelques instants aussi, t'inquiète. Et d'ailleurs, maintenant, pour, disons, te coincer davantage, ou en tout cas te provoquer davantage, j'ai une petite question au cours de laquelle je vais devoir aussi te citer pour peut-être t'inspirer et peut-être te paralyser aussi, on verra. Donc, tu as désolé. Oui. Je suis déjà paralysé. Mais moi aussi, là, surtout. Non. Tu as beaucoup travaillé, sans surprise, la relation entretenue entre les descriptions de la mélancolie et celle du génie. Or, tu as également commenté, au sein du mémoire, comme tu l'évoquais, une démocratisation du génie individuel à travers des manifestations éloquentes dans la publicité, le journalisme, dans toutes sortes de discours, ce qui empêche justement que le concept de génie puisse chômer. Est-ce à dire, cher Francis, que la mélancolie serait désormais un affect auquel tout le monde peut prétendre plus aisément qu'auparavant, que le mot flotterait plus librement? Et pour t'inspirer, j'aimerais bien te citer, en fait, je suis désolé, je sais que c'est un peu pénible de s'entendre cité par un ami, mais écoute, il y a une première fois à tout. Donc je te cite, puisque par ailleurs, je tiens à dire, j'ai aussi lu le mémoire de Francis en grande primaire. Donc je te cite, cher Francis, ouverture de citation. « Quelque chose de notre esprit ne veut pas pénétrer notre monde extérieur, lui est réticent, voire contraire. C'est cet espace vide qu'on laisse derrière, nous en avançant dans la vie, auquel nous ne pensons plus par réflexe de sécurité ou par impossibilité, et que nous repositionnons magiquement au-devant de nous lorsque nous fantasmons sur le génie. De cette façon, nous retrouvons enfin, par la bouche même des génies, cela qui jamais ne s'exprime entièrement, mais que nous ne cessons jamais par contre de sentir. Ne disons-nous pas souvent qu'ils n'inventent rien, mais plutôt mettent des mots sur ce que nous connaissions déjà? Nous déçoivent-ils, et il ne manque rarement de finir par le faire, reste cependant encore sur notre langue comme une saveur d'éclaircie. Un goût de génialité,
soit un goût que le dégoût des génies ne saurait jamais couvrir. Peut-être commence-t-on alors à comprendre que la mélancolie n'est rien d'autre que ce goût lui-même, le goût sans le fruit. Donc, Jean-Francis, est-ce que beaucoup de gens aujourd'hui ont le goût sans le fruit? Merci d'avoir pris le passage le plus clair de tout mon mémoire. Non, il y a quand même un top 10 des citations les plus claires, mais je n'ai pas fait. Écoute, Ah ouais? oui, je t'envoie ça par courriel ce soir. C'est ça. Ah là là. Et oui, peut-être la question peut s'ouvrir aussi à d'autres personnes, si jamais il y en a d'autres qui sont inspirés aussi. Je ne veux pas te laisser seul en duel avec toi-même. Ah là là. Donc tu me demandes de commenter ma propre Oui, citation. oui, un peu, oui. Mais en fait, je vais revenir juste à ce que tu as dit avant de citer. Tu m'as dit, est-ce à dire que la mélancolie serait désormais un affect auquel tout le monde peut prétendre plus aisément qu'auparavant? Oui, C'est-à-dire que le mot flotterait plus librement. oui. Et... non, en Ouais, tant tu m'as cité, c'est bien, tu vois. Hein? Ah oui. En tant que... je me suis souvent penché sur l'histoire des idées en général. C'est quelque chose qui m'a souvent intéressé. Et quand on parle d'histoire des idées, on parle d'histoire des mots également, parce qu'une idée a tout le temps une maison. Et je me suis rendu compte également que on trouve ça spécial quand on dit que c'est le destin de tel concept de s'être modifié, mais c'est presque le destin de tous les mots, ou du moins de tous les substantifs, de tous les noms peut-être, que de s'élargir et d'obtenir un sens toujours plus grand. Parce qu'un tel va utiliser une métaphore qui va se cristalliser, et puis voilà, le sens s'étend. Donc, c'est ce qui se passe avec la mélancolie et avec le génie, à mon sens. Et ce, bon, à travers plusieurs courants. Le premier auquel on pourrait penser serait l'existentialisme, entre autres. Et qui, puisqu'on pouvait tous et toutes désormais souffrir de la mélancolie, on peut tous et toutes également, en contrepartie, être des génies. Et c'était un peu disons, le destin de ces deux concepts-là, que de ne plus vouloir rien dire du tout. Et puis même aujourd'hui, quand on demande à quelqu'un d'essayer de définir la mélancolie, bon, si on l'oppose à la nostalgie, habituellement ça va, mais en tant que tel, on pense plus à des feuilles qui tombent qu'à une définition précise. Et surtout, en fait, c'est ce que le roman de Mosil m'a aidé à voir, c'est que le génie prenait des centaines et des centaines de formes différentes. Chaque personnage dans le roman de Mosil, entre autres, peut, ou du moins pourrait représenter un type de génie. Clarisse peut être le génie nietzschéen, Anheim peut être le génie goethéen, l'homme universel à tous les talents, Walter, ça pourrait être le génie méconnu, le génie raté, figure autrichienne par excellence. Puis bon, Mangast, le génie imposteur, pardon. Et même Moosburger aussi, c'est une forme de génie aussi, Oui, dans le mal. Oui. Le génie qui se rapproche le plus de la bêtise innocente, disons. Oui. Et de ce point de vue-là, je me suis rendu compte que ça allait être impossible de définir mes concepts. Vous vous rappelez tous comment on fait une dissertation dans un cours de français. Voilà, la première partie du développement, il faut définir ses concepts, on conceptualise, puis ensuite on travaille avec ça. Eh bien que ça allait être impossible parce que c'était précisément ce qui faisait fonctionner le génie et le faisait revivre constamment jusqu'à aujourd'hui, parce que sa présence est encore très grande, autant dans la culture populaire que dans même les discussions d'académiques, disons. C'est ce qui le faisait vivre en tant que mythe. C'est-à-dire qu'il pouvait apparaître toujours dans des formes différentes et qu'il ne gardait de commun que le nom. Et qu'on pouvait avoir le génie d'une personne ou le génie d'une force au sens énergique, ou le génie d'un peuple, ou le génie d'une langue, ou de sorte que la structure pouvait changer, la chose ne changeait pas. Et c'est ce qui lui donnait une vie à perpétuité presque. Et ce qu'on remarque également dans les monographies qui ont été consacrées à l'histoire du concept, qui sont habituellement assez conventionnelles. On va les regarder dans le combat entre les anciens et les modernes, voilà, c'est le projet moderne avec l'originalité, puis et ensuite le culte du génie dans le romantisme allemand, bon. Et
ce qu'on remarque souvent, c'est que, bref, à chaque époque, ils savent pas trop ce qu'ils, disons, les tenants du génie, là, les théoriciens du génie qu'on pourrait les appeler, ils savaient pas trop sur quoi miser, parfois un peu plus l'intuition, parfois un peu plus la rationalité, mais c'était bien davantage un courant contre quelque chose. Et c'était un courant vers lui-même, dans le fond. Une espèce d'exigence à quelque chose qu'on connaît pas encore, mais qu'on sait que ça vaut mieux que ce qu'on connaît déjà. Et c'est ce qui se passe pour Ulrich. C'est pour ça que son année de congé pour trouver qu'est-ce qu'il veut faire dans sa vie s'étend jusqu'à l'infini. Parce qu'il y a toujours ce goût-là, mais il peut jamais avoir le fruit. Et c'est ce qui m'a amené à découvrir, me dire que le génie était davantage comme le miroir inversé de notre état de tous les jours, qui est disons, mélancolique. Presque comme le rôle que joue le convexe pour le concave, disons, c'est-à-dire cette espèce Ouais, je vois. d'autre vie qu'on porte avec nous. Et quand on avance dans la vie, on n'a pas des yeux en arrière de la tête, on voit pas qu'est-ce qu'on laisse derrière nous. Et les génies nous permettent de remettre devant nous. Et c'est cette espèce de goût de déjà-vu qu'on a. Ah, j'ai déjà pensé à ça, mais maudit que j'ai pas trouvé les bons mots pour le dire. Donc, pour essayer d'expliquer un peu la citation, oui, merci. C'est ça le parcours. Oui, non, mais c'est très bien, ça permet de naturellement enchaîner avec la suite, avec encore des citations, justement, le problème du mot, et puisque tu n'arrêtes pas de le mordre depuis tout à l'heure, le mot de génie. C'est que justement, selon une citation de Musil que tu m'as citée, que je paraphrase rapidement, on nous rendrait un grand service en remplaçant le mot de génie. Tu pourras corriger la citation, si tu le veux bien. Mais je ferai également d'autres phrases qui aussi attaquent, disons, le mot génie pour éviter les perspectives. C'est une citation de Bersénic dans le Gélion. Je cite, « Si le critère du génie est sa misogynie, comment pourrez-vous jamais prétendre en avoir? Si l'idée de génie est une idée masculine, pourquoi embriguer le certificat ?» Fin de citation. Si, dès lors, cher Francis, sont plus amusés à vouloir sauver le sens du mot génie tout en se débarrassant du mot qui le couvrait, quel matériau Musil, ou l'homme sans qualité, nous donne-t-il pour penser le néologisme ou la nouvelle expression qui nous permettrait de laisser aux seuls académiciens le souvenir du mot génie? Faut-il penser à ce que Musil désignait comme étant l'autre état, en deuxième volume, ou faut-il se débarrasser des qualités pour embrasser le sens du possible et humilier davantage encore le mot de génie? Dure question un peu. Oui, peut-être. En fait, c'est tout l'enjeu. J'ai été très... Dans ma conclusion, ça a été la partie la plus longue parce que je ne savais pas comment répondre à un tel problème. Parce que si tu veux t'amuser à essayer d'humilier le génie, qui est l'instance en soi de la feinte, qui est l'instance en soi de « Ah, tu penses avoir trouvé son point faible, mais non, parce qu'il y avait toujours... » insaisissable, oui. Oui. Et donc, c'est assez facile de fanfaronner puis chercher à disons, critiquer le mot puis finir par se faire avoir. Et c'est, à mon avis, c'est ça pourquoi je suis allé chercher Musil, parce qu'il était très attentif aux héritages et au bruit, au sens où on utilise ce mot-là dans les communications, c'est-à-dire une espèce d'interférence qui vient que si on veut sauver quelque chose de ce concept-là, qui était le personnage Ulrich l'a dit, qui était le concept humain en soi, si on veut sauver quelque chose de ça, eh bien, le mot vient avec des interférences, vient avec des résonances qui viennent parasiter dans le fond. Et c'est le problème de Ulrich. C'est une volonté de concilier à l'infini. Et je me suis rendu compte que le génie avait ce double mouvement de une logique de l'exclusion, d'une part, c'est-à-dire qu'on allait, voilà, on a la race des génies, la race des non-génies, la race moyenne, whatever. Oui, mais c'est l'exception. Oui, et logique qui a toujours servi à différents régimes politiques, entre autres, dans l'histoire, et qui a toujours servi à mettre des populations contre d'autres populations, dans le fond. Une logique de l'exclusion, mais aussi une logique de l'intégration, puisque le mot et son origine le disent lui-même. Si on est pour diviser en genres, eh bien, le principe lui-même de la division, le génie est aussi le principe lui-même de la division, puisqu'il vient toujours synthétiser et être plus que, et donc englober. Donc il y avait ce double mouvement-là
qui nous rendait très difficile l'approche de ce... Puis voilà, je me mets déjà à parler au nous. C'est bien. Ce fameux nous. Oui. Et puis, je suis super heureux que tu m'amènes des citations de Lucky Bersianic. Parce que c'est quelque chose que j'aurais beaucoup aimé travailler dans Mozil avec, dans le second tome, Mozil rencontre sa sœur siamoise. Ulrich rencontre sa sœur. J'ai dit, Mozil, Ulrich. Oh là là. Rencontre sa sœur siamoise, et puis après ça, il y a toute cette intrigue d'inceste qui a fait couler tant d'encre dans la critique. Qu'est-ce qu'ils l'ont fait, est-ce qu'ils l'ont pas fait? Et puis il y a toute cette espèce d'ombre, d'hermaphroditisme qui les survole. Et cette espèce de, voilà, en fait, c'est la réunion des deux moitiés, et c'est comme ça qu'on va pouvoir atteindre ce qu'on appelle la morale du génie, une morale de l'autre état qui nous permettrait de, enfin, connaître la vie extatique, disons. C'est toute une recherche mystique qui s'installe à partir de l'arrivée de la sœur. Et j'aime beaucoup Mozil, mais c'est pas, disons, si je l'explique comme ça, c'est pas ce qui me paraît comme étant l'idée la plus, disons, révolutionnaire ou la plus originale. Et si on est un peu attentif, ça nous met en face le caractère misogyne du génie, effectivement. Et... ouais, je sais pas si c'est un mot que j'aimerais sauver. Je crois qu'une des conclusions de mon mémoire était qu'on s'en débarrasse pas si facilement qu'on le croit. Il suffit pas de juste mimer des oreilles de lapin dans les airs pour avertir qu'il y a un danger dans ce mot-là lorsqu'on le dit. Parce que oui, ce mot-là, le génie a toujours été l'être du pastiche. Et puis, à travers cette logique de l'exclusion-là, évidemment, les femmes ont toujours été mises de côté, et c'est ce qui se passe avec le génie romantique, qui... parce que, disons, auparavant, le caractère du génie était très viril, très... voilà, c'est celui qui est capable de faire violence aux choses du monde, de produire, par opposition à la reproduction. Mais avec le génie romantique, entre autres à partir de Rousseau, on commence à avoir des qualités traditionnellement plus féminines mises de l'avant. La sensibilité, entre autres. Mais à condition que ce soit un homme qui les ait. Si c'était une femme, elle avait juste le versant mélancolique. Elle n'avait pas le versant génial. Et donc, il y a toute cette logique de l'exclusion dans la création artistique qui vient s'engouffrer dans le mot. Puis, pour répondre directement à ta question, faut-il penser à ce que Mozil désignait comme étant l'autre état? Non. Non. Il faut penser à rien de ce que Mozil désignait. C'était un thème qui l'obsédait lui-même, et il aurait aimé qu'on le perçoive comme un génie, davantage que rester dans l'ombre de Thomas Mann et de plein d'autres, disons. Il était offusqué quand il était juste le 5e dans la liste des grands écrivains de son temps. Puis il n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Il aimerait beaucoup, mais il n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Donc, merci. Justement, tout à l'heure, tu as commencé à parler au nous, et ça me permet, une fois de plus, de lier naturellement tes propos avec les questions, justement, pour adresser le nous, la communauté des personnes qui ont lu L'homme sans qualité. Il va falloir que je fasse un petit détour par Proust. Et pour ce faire, je vais devoir te citer Ultra Proust, le dernier ouvrage de Nadia Quintane. J'ouvre la citation. Dès qu'on parle de Proust, n'importe quelle émission de télévision se change en plateau de duchesse, où les animateurs et leurs invités se métamorphosent sous les yeux ébahis des téléspectateurs et téléspectatrices en duchesse. Je passe un passage pendant lequel elle se moque brièvement des lectures de Barthes, qui n'ont rien empêché ces récupérations de Proust pour le moins ennuyeuses. Et s'ensuit un commentaire sur toutes les couches multi-interprétations qu'ils ont encerclent la recherche du temps perdu. J'ouvre encore la citation. Il vaut mieux inventer autre chose à côté. Tu vois, il y a ces 2000 pages de la recherche qui sont prises. Et les lectures fraîches passent inaperçues ou presque. Il faudrait déclarer l'OOP, un oubli obligatoire de Proust pendant un demi-siècle. Fin de citation. En lisant cette citation, il est quand même difficile de ne pas penser inversement à la situation de Musil et de l'homme sans qualité. Situation tant évoquée d'ailleurs par toi que Walter Moser. Le livre souffre de son intimidation. Ses rares lectrices et lecteurs se transforment en membres inefficaces de l'action parallèle, cherchant dans le roman un plan pour exiler Musil de l'indifférence, de la peur, auquel son nom est associé.
Or, cette même communauté aime à jouir du privilège de parler musil, le roman se révélant être l'un des très lourds passeports pour la République mondiale des lettres. Cette communauté, littéralement sans qualité, comment en penserais-tu l'agrandissement, ou peut-être plus librement, comment en rêverais-tu l'expansion, l'agrandissement? Faudrait-il mettre en place une commission d'enquête sur l'influence ratée ou spectrale, si on veut être moins sévère avec Kundera, de l'homme sans qualité? Ah là là. Ah là là. Oh, mon Dieu, ça donne l'impression que ce qui manque à Mozilla, c'est un département de marketing. Oui. Là, il faudrait créer ce genre de choses. Oui, un département de conquête. C'est rare. C'est vraiment... J'ai bien aimé ton expression, agrandir la République mondiale des lettres. Oui. En fait, c'est drôle parce que c'est un mythe que Mozilla lui-même a aimé contribuer à créer. Qui a mis en place de lui-même. Oui, un peu, ça l'aide. Ouais. Quand il était exilé, par exemple, il était en Suisse et il trouvait tout insupportable. Il ne réussissait jamais à écrire quoi que ce soit. Puis il demandait toujours de l'aide de son éditeur. Et il y a une lettre très drôle qu'il envoie à son éditeur, Samuel Fischer à Berlin, et qui lui dit, et là on est en 40, il était déjà mort en 43, on est en 40 environ, il dit j'ai vraiment besoin pour continuer mon roman, j'aurais vraiment besoin d'une chambre, préférablement à Genève, dans un coin tranquille, et donc j'aurais besoin d'une rente de, je sais pas moi, 2000 couronnes, etc. Et son éditeur Fischer lui renvoie, voilà, c'est la lettre la plus horrible que j'ai jamais entendue, on est en temps de guerre, tout le monde s'en va, et vous avez le culot de me demander une telle rente. Mozilla n'avait pas une mince opinion de lui-même. Ça, c'est assez évident et ça saute aux yeux quand on lit, surtout ses journaux. Ouais, ou ses lettres aussi. Oui. Quand on le rapproche de Proust ou de Joyce, il est toujours très, très distant par rapport à ces rapprochements. Ouais. Il y a même un passage où il nous dit que Proust et Joyce, c'est bien beau, mais à la fin, on se retrouve avec la même chose qu'on avait au début. Alors, tandis que moi, dans mon œuvre, je vise le futur. Je caricature, mais c'est un peu ça. Bien joué. Et, disons que Mozilla peut être très facile à caricaturer quand on va voir son sens de l'honneur, disons. Mais on pourra lire dans beaucoup d'articles qui concernent Mozilla, disons, et il y en a effectivement que c'est un génie méconnu. Non. Mozilla n'est pas un génie méconnu. Oui, bon, c'est peut-être, on le met peut-être pas dans les 3 grands romanciers du 20e siècle, mais grand opprobre, non, c'est pas un génie méconnu, ou du moins, il est connu en tant que génie méconnu, et c'est son marketing, dans le fond. Et il critique ça, en fait, dans un chapitre où il nous dit, voilà, vous devez être le plus connu possible, tout en étant un génie méconnu. Vous devez être comme le Rossignol et parler à tout le monde, mais en même temps avoir votre personnalité insondable. Et donc les critères pour rentrer dans le palmarès des génies sont assez contradictoires, disons. Mais disons, est-ce que tu rêverais une grande mode, est-ce que tout le monde commence à lire L'homme sans qualité, ou tout le monde en dispute, et c'est un livre qui devient tout aussi connu que, je sais pas quel livre, disons, je veux pas être méchant, mais ouais, peut-être, oui, la recherche, ou... Ouais, ce serait déjà pas mal quand même s'il était autant lu, non? Ou des gens qui ont autant semblant d'avoir. Oui. Bon point, Léon, bon point. Je peux te laisser méditer là-dessus. Pour être bien honnête, ça m'importerait assez peu. En Allemagne, entre autres, il y a beaucoup de tentatives qui sont déjà en marche. Je pense que quelqu'un comme Marcel Reich-Rani qui est en train, ou le fait, je pense, de faire une version raccourcie. Je pense qu'il rentre en dedans de 400 pages. Wow! Ok, c'est... Oui, ça t'inquiète pas. Ouais. Très bien.
Non, j'ai pas de volonté particulière d'agrandir. Donc, tu vas pas faire partie de la commission d'enquête sur influence ratée ou spectrale de sans qualité. C'est bien, c'est bien. Je cherchais des candidatures, mais ça va, je recherchais ailleurs. Et maintenant, 6e question, et j'espère la moindre. La question post-scriptum, dont ceci est l'ébauche, considérant que tu es bel et bien dans l'après de l'écriture, mon cher Francis, dans le calme, j'espère, de l'œuvre presque achevée, quelle expérience retires-tu de la rédaction du mémoire? En considérant que tu as travaillé sur l'auteur le plus souvent associé à l'essayisme, à une expérimentation qui n'a pas tellement connu de disciples, en paralysant le romanesque dans la puissance lente, trop lente de la pensée, as-tu toi-même connu la tentation essayistique ou d'injecter un peu de sensibilité dans ton écriture? Comment ça s'est passé? Je peux pas dire que je l'ai connu, plutôt que j'y ai assez succombé. Ma directrice Barbara était assez disons, Clémente. Oui, clémente à cet égard. Ouais. En fait, à un certain point, je me suis rendu compte que j'avais pas le choix de non pas pasticher Mouzil, mais accepter ses idées et les prendre au sérieux, dans le fond. Et même dans la démarche de l'écriture. De un, parce que si on est trop sérieux, si on est, disons, trop dans le roman et peu assez dans notre propre création, réflexion, on se perd dans le roman. Et puis on cherche des clés, on cherche des... il y a beaucoup trop de portes et trop peu de clés dans le roman. Et puis bon, il y a de quoi s'arracher tous les cheveux. Et puis, lui-même, je pense que c'est ce qu'il aurait aimé, non pas plein de gens qui se mettent à disséquer son œuvre, parce que il l'a pas mis, mais il voulait mettre une dédicace à l'origine de son livre, qui serait aux générations, je vais paraphraser parce que je ne l'ai pas exactement, ça n'a jamais été traduit puisque ça n'a pas été édité, même en allemand, on a juste ça dans les classes. Ce serait, ce livre est dédié aux générations futures qui auront à recommencer là où nous, on s'est arrêté, et il parle de la guerre, et qui devront tout recommencer. Grosso modo, quelque chose comme j'espère que ceci sera un outil pour aider à le faire. Donc, ça aurait été très malhonnête de continuer à propager le nom de Mouzil uniquement en cherchant à aller vers Mouzil et non pas à le prendre comme guide. Et donc, quand j'y repense avec l'écart depuis la fin de la rédaction, c'était pas un mémoire sur Mouzil, mais sur la question du génie. Et puis, Mouzil n'était qu'un guide, qu'un guide pour ne pas se perdre. Ouais, un complice. Oui, disons un complice. Pas parce qu'il a pensé des choses incroyables là-dessus, mais plutôt parce que il en était obsédé. Et que ça transparaît énormément et que ça nous met devant un énorme malaise quand on se rend compte que la critique en a pas beaucoup parlé, finalement. Précisément parce que c'est un tabou. Et dans nos cours non plus, on n'entend pas souvent parler. Et puis, à bon escient, ce serait honteux de se voir expliquer un texte par la génialité de l'auteur, tu sais. Ça prend 5 minutes et c'est fini, là. Mais... Et je veux pas faire dans le potin littéraire non plus, mais est-ce que tu aimerais en faire quelque chose comme un essai, ou est-ce que tu sens que c'est quelque chose que tu veux continuer même, puisque je devine que cette obsession est antérieure et postérieure à la rédaction du mémoire aussi? Oui, très clairement. Pour l'instant, je voulais prendre un peu de recul parce que on vire fou à m'année, et puis je reconnaissais un peu trop d'Ulrich en moi, puis je voulais que mon année de congé prenne une fin, contrairement à la sienne. Donc, il y avait ce risque-là à m'année. Mais oui, très clairement. Et en fait, dès le début, j'aurais aimé l'écrire sans Mouzil. Rien de méchant contre Mouzil, mais j'aurais aimé pouvoir... parce que j'ai l'impression que le détour par Mouzil facilite la réflexion, mais en même temps l'alourdit parce que, Mouzil, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, demeure une espèce de petit secret d'initié aussi. Oui. Alors, ça rend pas, disons,
la réflexion la plus accessible possible que de se baser sur Mozilla. Donc j'aurais aimé faire quelque chose plus contemporain, et puis c'est quelque chose qui va venir Pas ailleurs. encore, mais éventuellement. Toujours dans le pas encore, comme Mozilla. Très bien. Merci beaucoup, cher Francis, d'avoir répondu à mes bonnes questions, j'espère. Et maintenant, Très inventive. Ouais, merci. Et maintenant, je ne sais pas si le public veut réagir, attaquer, commenter, questionner. Je laisse choisir le verbe qui convient. Merci encore, Francis. Merci, Anato. Je t'en prie. Si vous avez des questions, si vous n'en avez pas non. Là, comme franchement, c'est vraiment une question, c'est vraiment nul. C'est juste que, en fait, tantôt j'ai comme un livre que j'ai lu il y a trop longtemps, mais je ne peux pas en parler beaucoup en tête. Il y a une pièce sur le livre qui s'appelle Stupidity de Alistair Ryle. C'est une comparatiste américaine de New York. Puis tout le livre, elle essaie. Puis je serais vraiment pas étonnée qu'il soit question de musée là, à un moment. Même si c'est pas le génie, en fait, elle parle pas de génie, elle essaie de définir c'est quoi la stupidité. Ouais. Puis la façon dont tu l'as lu. Non. Puis la façon dont elle bloque à la stupidité, par exemple, on pourrait dire que c'est les gens qui ont déjà des idées sur des choses, qui ont un jugement, mais aussi c'est aussi les gens qui ont pas de jugement, puis la façon dont elle joue avec les concepts. Je me dis que ça résonnait à l'inverse avec génie, mais c'est pas si loin en même temps, puis que peut-être ça peut m'intéresser. Il y a des liens déjà dans l'œuvre de Mozilla. Il y a une conférence qui a été publiée en français d'ailleurs, qui est publiée en seul, dans le fond, et qui est sur la stupidité, sur la bêtise, la traduction über die Dummheit, et dans laquelle il nous dit, comme le génie, la bêtise peut enfiler tous les vêtements, et elle n'a pas vraiment de forme claire, et à chaque fois, elle est le lot de gens qui, justement, pourtant prennent une forme très claire et en refusent d'autres, qui croient que la vie leur va offert un moule à cake, puis que ça a cette forme-là, et qu'il n'y en a pas d'autre. Et il y a on a ça dans les Nachlas également, c'est une des citations que j'ai beaucoup travaillé. Il nous dit, encore une fois, elle n'a pas été traduite parce que les Nachlas n'existent pas en français, mais est-ce qu'on peut éduquer à la génialité parce qu'à la bêtise, on le peut? Et donc, c'est disons, sans avoir peur de paraître trop kitsch, c'est, disons, le combat de sa vie. Est-ce qu'on peut éduquer à la génialité, à quelque chose de moins, une forme de vie moins prévue d'avance, une forme de vie plus confiante? Et là, j'utilise des mots que lui-même pourrait utiliser, et parce qu'on éduque trop facilement à la bêtise. Donc voilà, oui, ça fait déjà partie de ces réflexions, donc je pourrais voir un lien. Hubert Dummheit, c'est lui qui l'a écrit, c'est ça? Oui, c'est une conférence de lui. Tu l'as lu en français ou en allemand? En français. Ses autres œuvres en allemand, mais ça aurait juste été un peu trop long. Là, vraiment. On va être honnête. Oui, moi j'aurais des petits commentaires à faire par rapport à ce que tu as dit. Sur la question du génie, il y a un petit ouvrage, je te parlais d'ailleurs de Jacques Bouvresse, qui est paru aux éditions Algon l'année passée, qui s'appelle Le mythe moderne du progrès. Et on envisage justement un peu la notion de progrès sous un peu la question du génie dont tu parles. C'est-à-dire cette spécialisation de tous les champs très spécifiques, où tout le monde est un génie dans un certain champ spécifique. On pourrait parler par exemple du football, mais au final, ces champs-là n'ont aucune communication entre elles. Et le projet de Musil, il y a beaucoup cette notion-là de justement du génie, comme tu parlais, qui court vers lui-même. Et donc tous les champs courent vers eux-mêmes et ne se touchent jamais. Et dans justement la question de la bêtise, il y a cet aspect-là où la bêtise embrasse tout, comme en quelque part même un lieu commun qui serait plus large par rapport au progrès que la question même du génie. Donc il y a cette espèce d'idée de division dans le génie qu'on ne retrouve pas dans la bêtise en quelque part. La bêtise qui unit plus même que le génie, justement. Puis ça nous amène à cette idée-là du progrès dans laquelle on se trouve justement, où tu parlais justement des questions des génies, donc des personnes qui se lèvent, ou qui dépassent en quelque sorte, qui sortent du lot. Et
Il y a d'ailleurs dans Musil, dans les œuvres préposthumes, il y a dans le picturateur la notion d'artiste qui est mise en compte justement à cette relation au génie aussi, qui est excessivement intéressante, à savoir que même donc, quand on s'intéresse à quelqu'un, est-ce qu'on s'intéresse à la bonne personne? Est-ce qu'il y aurait donc même la notion du bon génie? Donc est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on définit comme génie et réellement un génie? Il y aura plein de nuances dans ce genre-là chez Musil. Il y a la bonne façon d'être mauvais, la mauvaise façon d'être mauvais, la mauvaise façon d'être bon, etc. Il y a la façon géniale d'être un génie, il y a la façon... En tout cas, and so on. En fait, merci, j'aime ton commentaire, ça me permet de lier au titre donné à l'entrevue d'aujourd'hui, puisque j'en ai pas parlé, qui était « Parler exact », et ce qui est une des frénésies de Musil, dans le fond. Et il me dit à un moment donné, le personnage principal entend des gens parler d'un tennisman génial, etc. Il dit « Pourquoi est-ce que ça te dérange de les entendre dire ça ?» Et il nous dit « Es lässt etwas aus ». Cela omet quelque chose. C'est inexact. Et ça horripile Ulrich précisément parce que c'est une appellation inexacte. Et on comprend que la bêtise se nourrit de l'inexactitude. En québécois, on dirait « tu veut dire ». Quand cette espèce de... On s'entend. On ne sait pas trop sur quoi, mais on s'entend. Et c'est ce que Musil a vu, par exemple, c'était en quelle année? 1934, je pense, 35. Il y avait, avec la montée du régime nazi, il y a beaucoup d'écrivains en Europe qui ont voulu créer une... Comment il appelle ça? Une commission européenne pour la défense de la culture, puis ça se tenait lieu à Paris, puis chaque écrivain était amené à défendre la culture. Et puis, Musil arrive là, légèrement connu, mais c'est pas tout le monde qui le connaissait, et puis il dit, voilà, tout le monde se sent interpellé à parler de politique, mais on a tous besoin d'hygiène, puis pourtant je me mettrai pas à vous parler d'hygiène, tu sais. Donc non, je vous parlerai pas de politique, puis la culture, j'ai aucune idée c'est quoi. Donc je sais même pas s'il faut la défendre. Puis grosso modo, c'est ça qu'il dit, sa communication fait aujourd'hui 4-5 pages, et c'est ça qu'il dit. Et il fait un tollé, dans le fond, parce qu'il refuse de prendre la position à laquelle on s'attend. T'es un écrivain, il faut défendre la culture. Et lui, il regarde ça, il se rend compte, quelle culture? Vous entendez tout sur le terme culture, mais c'est tellement vague que vous pourrez arriver à des résultats horribles. Et c'est ce qui est dangereux aussi dans la quête du génie, parce que le génie, c'est une exigence de toujours être à l'avant-garde, dans le fond, de toujours être original. Et si on dit que c'est la première qualité humaine, ben, où est-ce que s'arrêtent les droits du génie? Et c'est le problème qu'on a chez Dostoïevski dans la morale que Raskolnikov met de l'avant, dans le fond, dans Crime et Châtiment. Et le personnage dans L'homme sans qualité, Arnheim, est celui qui doit représenter cette morale-là. À un moment donné, il se pose la question. Bon, en fond, la seule bonne question à savoir, c'est quel degré de méchanceté est tolérable pour pouvoir produire la grandeur dans ce monde-ci. Puis, venant de la bouche de ce personnage-là, c'est assez inquiétant d'entendre ça. Et, dans le fond, dans un autre chapitre, on nous dit également quand est-ce que la question de savoir si une œuvre d'art valait la vie de 10 000 hommes est devenue cette autre question, à savoir si 10 000 œuvres d'art pouvaient compenser la perte d'un seul homme au final. Et donc, il y avait beaucoup l'exigence du génie empiétrait sur les besoins de base de la vie, dans le fond, ce que Musil appelait le principe de détresse. Et disons, sa stratégie pour résister à ces craintes-là, que le génie devienne le Führer, que le génie prenne un rôle politique, dans le fond, c'est l'exigence totale. Ce que, dans un des chapitres de mon mémoire, j'ai appelé la vocation suprême, de refuser toute conciliation, de refuser toute demi-mesure, dans le fond. Et tu as parlé de génie spécialisé, et c'est effectivement ce que lui dénote. Il y a des phrases célèbres qu'on trouve dans son roman, l'ordre qu'on rentre dans le détail, on le perd dans l'ensemble. Et puis donc, beaucoup de génies peuvent donner un résultat sans génie, comme on dit. T'sais. Et oui, sa stratégie, ça va être de justement vouloir tout concilier
Et c'est la raison pour laquelle l'année d'Ulrich ne finit pas. La morale du prochain pas n'arrive pas, parce qu'il est occupé à toujours trop concilier, toujours tout comprendre au sens de prendre avec lui-même, dans le fond. Précisément pour refuser cette violence qui peut arriver lorsqu'on parle avec une exactitude. Donc, un gros morceau, mais c'est ce que ça m'inspirait. C'est très joli. Merci. Autres questions, commentaires, appréciations? Peut-être petite question, commentaire, je sais pas. Donc, quand tu parlais, c'est ça, aussi des études sur la notion, justement, de génialité génie, là, qui commence. Bon, c'est sûr, ça commence parce que ça apparaît chez Rabelais en premier. Il me semble. Le mot? Oui, en français. Il me semble que c'est chez Rabelais. En français, je sais pas. Il me semble que c'est chez Rabelais. En latin, c'est chez Plaute, c'est assez longtemps, ça, le génius. mais en français, je pense que c'est chez il y a Rabelais qu'il y a la première apparition qui reprend le génius, justement latin, qui reprend, lui, l'arabe, le génie, en fait. Ouais. Mais il y a tout, donc, dans l'étymologie du mot, il y a toute cette idée-là aussi du démon tutélaire, là, donc de la mythologie, donc la figure mythique vraiment divine, en fait, d'un génie qui est de l'ordre divinité, presque un peu intermédiaire, qui ressemble au démon de Platon, de Socrate, un peu. De cet ordre-là. Est-ce qu'il y a de ça un peu qui est travaillé dans le mémoire, cet aspect-là? Est-ce que ça vient dans tes considérations sur le génie ou pas du tout? C'est un aspect qui fait pas partie de la manière dont tu adresses le génie et dont tu le formules. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as besoin ou pas? Oui, c'est quelque chose que j'ai mobilisé en fait, et j'en ai pas parlé parce que, bon, si je m'étais intéressé à chaque auteur qui parle du génie, j'aurais pas fini. Mais j'ai pas mobilisé ce concept-là chez Mouzil particulièrement, mais inévitablement, c'est une des formes que, encore aujourd'hui, le génie va prendre, parce qu'avant d'être un individu, tu as raison, c'était une divinité titulaire. C'était le génie des lieux, ou le génie d'autre chose, ou le génie associé à la figure du père dans la famille romaine. Oui, parce que c'est en latin que ça passe, qu'il opère le changement aussi, là, que dans le mot, en fait, qu'on passe à quelque chose de l'individu, l'être humain moral, une manière d'agir, une manière d'être. C'est dans le latin que la racine se divise en deux, genius et ingenium, et que quand on remonte à l'étymologie, ça connecte pas tout à fait, dans le fond. Et on lit ça au grec geinomai, qui est le verbe devenir, qui est dans le fond la genèse. Et puis, bon, on peut s'amuser à trouver plein de liens étymologiques. Les genoux, d'ailleurs, ça vient du même mot. Donc, s'entend que toutes les générations qui ont écouté les Disney dans les années 90, on pense au mot génie, on voit le génie bleu. Oui, aussi, oui, c'est vrai. Ou un malin génie. C'est ça, oui. Il y a vraiment... Non, mais c'est vrai, là. Il y a des fois, quand c'est repris dans des figures, dans des personnages, ça devient tellement... Là, ça se cristallise souvent plus facilement, sans doute aussi l'intérêt du passage, comme tu disais, plutôt par Musil puis par Ulrich. Mais je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui est revenu là-dedans. Je pourrais l'appeler peut-être la notion du pari, ou je ne sais trop, parce que quand on évoque un génie, en fait, c'est ce que ça a beaucoup aidé le christianisme dans la mise de côté de plein de paganisme. Et même dans l'Église catholique disait elle-même, faites attention quand vous invoquez un ange, ou quand vous invoquez qui que ce soit, dans le fond, ça pourrait être un démon également que vous évoquez. Vous ne savez pas qui est-ce que vous allez invoquer, dans le fond. Et donc, c'était dangereux. Il y avait un danger à invoquer le génie. Et disons, si on transforme ça dans l'acception du génie moderne, il y a un danger dans disons, la vocation totale vers le génie. Donc on ne sait jamais si tu vas exterminer toute la population entière puis nommer ça une œuvre d'art. Tu sais. Alors, c'est... Ouais. Après le 11 septembre, il y avait un compositeur qui avait parlé de la destruction des tours comme étant la plus grande œuvre d'art contemporaine. Ouais. Donc, dans mes recherches plus récentes, je me suis intéressé justement sur cette question-là. Parce que je suis un grand fan de films d'horreur, puis je me suis jamais questionné là-dessus, pourquoi j'aimais ça finalement. Et puis, donc, mes recherches de génie, sur le génie ont arrimé un peu sur cette chose-là. Et
ouais. Sur ce thème-là, j'ai lu récemment le livre, c'est un vieux livre de Maggie Nelson, The Art of Cruelty, où elle traite de cette, de cette question-là. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller choquer ou jouer avec l'horreur, dans le fond. Et parce que le génie est prêt à avaler le monde tout rond, dans le fond. Là. Autre commentaire. C'est encore un commentaire, peut-être pas super pertinent, mais l'autre jour, à quoi ça me faisait penser, ton truc du monde est génial. Et d'abord, je trouve ça très rêve américain, c'est comme dire tout le monde est beau. Oui. Ou si tu regardes un modèle fitness, tout le monde peut arriver là si tu fais assez de squat. Mais ça me faisait aussi penser à... ça me faisait aussi penser à leur passion. Tu sais, tout le monde est passionné de quelque chose. Je sais pas pourquoi j'ai reçu quelqu'un qui m'avait parlé de ça récemment, qu'elle collectionnait les passions. C'est-à-dire vraiment les fois où passionné de vin, passionné de... Récemment, j'étais à une conférence TEDx, je me souviens plus, le gars à côté de moi était passionné de quoi, mais je me souviens. Tu peux pas être passionné de ça, c'est pas vrai. Si moi j'ai un intérêt ou je sais pas, c'est mon job, mais... donc c'est pas tout à fait pertinent comme commentaire, mais ça me fait penser à ça, cette espèce d'acception immense qu'un mot peut prendre là où on est passionné de randonnée. On peut l'être, mais pas tout le temps. Ben c'est très on point comme commentaire, je trouve. C'est pour ça que j'aurais aimé étudier le phénomène de manière plus contemporaine, parce qu'on en trouve des perles. J'étais dans une librairie l'autre jour et j'ai vu un livre qui s'appelait « Les recettes géniales ». Ça a goûté bon, on me dit. Mais Ceci marque la fin de l'entretien. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à suivre la page Facebook de Postscriptum pour avoir accès aux événements que nous organisons ainsi qu'à nos publications. Merci beaucoup de votre écoute.